Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui touche vraiment beaucoup de monde, la constipation. C'est un inconfort, parfois un peu tabou, mais qui peut franchement impacter notre quotidien. Absolument. Alors pour explorer ça, on s'est appuyé sur un article assez complet du site Supernutrition qui date du 16 juillet dernier. L'idée, c'est de voir comment ces fameux probiotiques, ces micro-organismes vivants, pourraient être une piste naturelle. Oui, une piste intéressante. Voilà. On va essayer de comprendre comment ils agissent, quelles sont les souches qui semblent les plus efficaces, et puis comment s'y retrouver si on cherche un complément. Bon, alors, on plonge dans nos intestins. Allons-y. Bon, déjà pour comprendre l'enjeu, faut réaliser un peu ce que représente notre microbiote intestinal. On parle de chiffres énormes, 100 000 milliards de bactéries dans notre intestin. C'est colossal, ouais. Plus que nos propres cellules en fait. L'article utilise une image que j'aime bien. Il parle d'une forêt microbienne intérieure. Et comme une forêt, sa composition change, et parfois l'équilibre est un peu chamboulé. C'est exactement ça. Et cet écosystème, quand il est bien diversifié, bien équilibré, il est fondamental pour un bon transit. Ces bactéries, elles jouent sur la motilité, vous savez, les contractions de l'intestin. Ce qui fait avancer les choses, quoi. Voilà. Elles jouent aussi sur la consistance des selles et même sur la vitesse à laquelle tout ça progresse. Et quand cet équilibre est cassé, c'est ce qu'on appelle la dysbiose, eh bien le lien avec la constipation, maintenant, il est vraiment bien établi. Ah oui. Oui, l'article cite une étude de 2024 parue dans une revue sérieuse, le Journal of Gastroenterology, et elle montre clairement que chez les personnes constipées, on observe une baisse de bonnes bactéries comme les bifidobactéries ou celles qui fabriquent les AGCC, ces acides gras à chaîne courte super importants pour le côlon. D'accord. Et en même temps, on voit une augmentation d'autres bactéries qui sont, disons, moins bénéfiques. C'est ça qui est fascinant. Ce lien direct entre les habitants de notre intestin et son fonctionnement. Ok, le tableau est posé. Un déséquilibre peut donc causer la constipation. Mais alors, comment les probiotiques, ces bonnes bactéries qu'on peut avaler, comment est-ce qu'elles interviennent là-dedans? Alors, leur action, elle se fait sur plusieurs niveaux. C'est ça qui est intéressant. On peut distinguer, on va dire, trois mécanismes principaux. Le premier, c'est la régulation du péristaltisme. Le péristaltisme, c'est les contractions, c'est ça? Exactement, ce sont les vagues de contraction des muscles de l'intestin. Les probiotiques peuvent influencer positivement ce mouvement. Ils interagissent avec le système nerveux de l'intestin, notre fameux deuxième cerveau, et ils peuvent moduler la production de messagers chimiques, comme la sérotonine par exemple, qui stimule ces contractions. Donc une action directe sur la mécanique si on veut. Ils aident l'intestin à mieux pousser en quelque sorte. C'est une bonne image? Oui. Ensuite, deuxième mécanisme important, la production de ces fameux AGCC, les acides gras à chaîne courte, et l'impact sur l'hydratation des selles. Comment ça? Eh bien, en fermentant les fibres qu'on ne digère pas nous-mêmes, certaines bactéries probiotiques produisent du butyrate, du propionate, de l'acétate, et ces composés, ils ont un effet osmotique. Osmotique, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils attirent l'eau dans le côlon, un peu comme une éponge. Résultat? Les selles sont plus hydratées, donc plus molles, et forcément plus faciles à évacuer. Et le butyrate, en plus, c'est la nourriture préférée des cellules de la paroi du côlon. Donc ça aide aussi à maintenir un côlon en bonne santé. Ah, c'est malin. Donc ça aide à pousser et ça aide aussi à ce que ça glisse mieux en ramollissant. Et le troisième point alors? Le troisième point clé, c'est la réduction de l'inflammation. Parce qu'une inflammation intestinale, même si elle est légère, chronique, elle peut perturber le transit. Les probiotiques, eux, ils peuvent aider à calmer cette inflammation. Comment? Ils modulent la réponse immunitaire locale, ils renforcent l'étanchéité de la barrière intestinale pour éviter que des choses indésirables passent trop facilement, et ils diminuent la production de certaines molécules qui attisent l'inflammation. On peut les voir un peu comme des régulateurs, des pacificateurs locaux. D'accord, je vois. Action sur le mouvement, sur l'hydratation et sur l'inflammation. Super clair. Et concrètement, pour la personne qui est constipée, ça donne quoi? Des bénéfices qu'on peut vraiment ressentir. Oui, les bénéfices qu'on attend, et qui sont souvent rapportés dans les études, c'est d'abord une augmentation de la fréquence des selles. On va à la selle plus régulièrement. Ok. Ensuite, une amélioration de la consistance. Les selles sont moins dures. Il y a aussi une diminution du temps de transit. Les aliments mettent moins de temps à traverser. Et souvent, ça s'accompagne d'une réduction des douleurs au ventre et des ballonnements qui vont avec la constipation. Ah oui, ça, c'est vraiment ça qui peut changer le quotidien, hein. Mais on entend souvent parler de différentes souches de probiotiques. Ça veut dire qu'il y en a des meilleurs que d'autres pour la constipation? On peut pas juste prendre n'importe quel probiotique et hop.
Excellente remarque. Effectivement, les effets sont très dépendants de la souche. C'est comme pour les chiens, vous avez différentes races avec différentes caractéristiques. Bah là, c'est pareil avec les bactéries. D'accord. Toutes n'ont pas les mêmes super pouvoirs, si on veut. Et pour la constipation, oui, il y a des souches qui sortent clairement du lot dans les études. L'article en met plusieurs en avant, par exemple Bifidobacterium longum. Elle est souvent citée, c'est un peu une star dans ce domaine. Ah oui. Et qu'est-ce qu'elle fait de spécial, cette Bifidobacterium longum? Les recherches montrent qu'elle aide bien à augmenter la fréquence et à améliorer la consistance des selles. Elle réduit le temps de transit, diminue les douleurs, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle le fait sans provoquer l'effet inverse, la diarrhée, ce qui peut arriver avec certains laxatifs. Et on la trouve où, cette fameuse souche? On la trouve surtout dans des compléments alimentaires bien formulés. L'article conseille de viser une dose d'au moins 5 milliards d'UFC par jour. Les UFC, ce sont les unités formant colonies, ça mesure la quantité de bactéries vivantes et actives. 5 milliards. D'accord. On peut aussi en trouver dans certains yaourts ou kéfirs, qui sont enrichis spécifiquement avec cette souche. Ok. L'article parle aussi de Lactobacillus plantarium. Elle, qu'est-ce qu'elle apporte de différent? Alors, Lactobacillus plantarium, c'est une autre souche très intéressante et bien étudiée. Elle a des atouts un peu complémentaires. Elle semble particulièrement efficace pour stimuler la production de mucus dans l'intestin. Le mucus, ça sert à quoi? Ça agit comme un lubrifiant naturel, ça aide au passage des selles. Cette souche aide aussi à renforcer la barrière intestinale et elle a une influence positive sur l'équilibre général du microbiote. Et un point intéressant que l'article soulève, elle aiderait notre corps à mieux dégrader certaines fibres. Ah, ça c'est utile, parce que parfois, quand on mange plus de fibres, on a des ballonnements. Exactement. Et L-Plantarum pourrait justement atténuer cet effet tout en permettant aux fibres de bien faire leur travail sur le transit. On la trouve aussi en complément et on en trouve naturellement dans la choucroute crue non pasteurisée par exemple. D'accord. Donc, Bifidolongum, Lactobacillus plantarum, est-ce qu'il y en a d'autres à avoir en tête? Oui, l'article mentionne aussi Bifidobacterium lactis et même des sous-types très précis comme les souches HN019 et BB12, qui ont aussi prouvé leur efficacité sur la fréquence des selles et le temps de transit. Ok. Et puis il y a Lactobacillus rhamnosus GG. Celle-là, c'est peut-être la souche la plus étudiée au monde pour plein de choses. Pour la constipation, elle est intéressante pour son action sur le mucus, sur la barrière intestinale. Et surtout, si la constipation s'accompagne de douleurs importantes, elle peut aider à réduire ce qu'on appelle l'hypersensibilité viscérale. Donc, si on a mal au ventre en plus d'être constipé, celle-là peut être pas mal. Voilà, mais un point vraiment crucial que l'article souligne bien, c'est la synergie. Il semble de plus en plus clair que mélanger plusieurs souches complémentaires, c'est souvent plus efficace qu'une seule souche isolée. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elles peuvent agir sur différents mécanismes en même temps, elles peuvent s'installer dans différentes parties de l'intestin, elles peuvent même coopérer entre elles. Les mélanges qui associent des bifidobactéries et des lactobacilles, par exemple, semblent particulièrement prometteurs. D'accord. Mais du coup, ça rend le choix encore plus compliqué. Quand on est devant le rayon en pharmacie ou en magasin bio, avec toutes ces boîtes, comment on s'y retrouve? C'est quoi les critères importants? Ah, c'est la question à 1 000 000. L'article de Supernutrition donne une sorte de guide en 4 points. Le premier truc à regarder, c'est la concentration en UFC. On en a parlé, le nombre de bactéries vivantes. Oui, les 5 milliards minimum. Voilà. Pour une constipation occasionnelle, 5 milliards par jour, c'est d'un bon point de départ. Si c'est chronique, l'article suggère de viser plus haut, 10, 20, voire 50 milliards par jour. Mais attention, plus n'est pas forcément mieux si la qualité des souches ou la formulation ne suivent pas. Ok, donc la concentration, quoi d'autre? Deuxième critère, la composition. Idéalement, chercher un produit qui combine plusieurs souches, l'article dit au moins 5, qui sont complémentaires et bien étudiées pour la constipation, comme celles qu'on a citées, B. longum, L. plantarum, B. lactis. Il faut vérifier qu'elles sont bien sur l'étiquette. Exactement. Et un détail technique mais qui a son importance, la gélule. Les gélules dites gastro-résistantes, c'est vraiment mieux. Pourquoi donc? Parce qu'elles protègent les bactéries de l'acidité de l'estomac. Sans cette protection, une énorme partie, l'article dit jusqu'à 90%, pourrait être détruite avant même d'arriver dans l'intestin, là où elles doivent agir. Ah oui, quand même, 90%. Donc ce n'est pas juste un argument marketing, cette histoire de gélules gastro-résistantes. D'après les infos de l'article, non. Ça semble vraiment faire une différence sur le nombre de bactéries qui arrivent vivantes à destination. L'estomac, c'est un milieu très acide, très hostile pour elles. Donc cette protection, ça augmente vraiment leurs chances de faire leur boulot. Compris. Très important ce point. Donc,
Concentration, composition avec les bonnes souches et la gélule gastro-résistante. Ensuite, troisième point, le mode de conservation. Il y a globalement deux types. Les probiotiques lyophilisés, c'est une poudre en gélule ou sachet qui sont stables à température ambiante et se gardent longtemps. Et les probiotiques vivants, souvent liquides ou dans certains yaourts, qu'il faut garder au frigo et qui ont une durée de vie plus courte. Et pour la constipation, l'un est mieux que l'autre? L'article suggère que les formes lyophilisées modernes sont souvent un bon compromis. Elles sont stables, faciles à utiliser et efficaces pour la constipation. Ok. Et le dernier point? J'imagine que c'est le prix. Exactement. Le prix, c'est un indicateur, mais il faut être prudent. L'article donne une fourchette. Un produit de qualité pour un mois, ça se situe souvent entre 20 et 25 euros. Si c'est beaucoup moins cher, genre moins de 15 euros, faut se méfier un peu de la concentration ou de la qualité. Et si c'est beaucoup plus cher? Il faut vérifier si le prix est justifié par une formule vraiment spéciale, très concentrée, ou des souches rares, ou si c'est juste du marketing. Le meilleur rapport qualité-prix est souvent dans cette tranche moyenne de 20-25 euros. Voilà, qui est très concret, merci. Mais bon, on se doute bien que prendre une gélule, même la meilleure du monde, ça ne fait pas tout si le reste de l'hygiène de vie ne suit pas, non. Comment on maximise les chances que ça marche? Absolument, c'est un point sur lequel l'article insiste beaucoup. Les probiotiques, c'est un coup de pouce, mais ils travaillent en équipe avec notre mode de vie. L'alimentation, c'est la clé numéro 1. Il faut donner à manger à ces bonnes bactéries. Et elle mange quoi? Elles adorent les fibres, ce qu'on appelle les prébiotiques. Il faut essayer d'en manger au moins 30 grammes par jour. On les trouve où? Dans les légumes verts, les fruits avec la peau, les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, les céréales complètes, les graines de chia, de lin. Toutes les bonnes choses, en fait. Voilà. C'est aussi une bonne idée d'ajouter des aliments fermentés qui sont des sources naturelles de probiotiques. Un bon yaourt nature, du kéfir, de la choucroute crue, du kombucha, du miso. D'accord. Fibres et aliments fermentés. Et ensuite, L'hydratation, c'est crucial. Boire assez d'eau, au moins 1,5 litre, voire 2 litres par jour. C'est indispensable pour que les fibres gonflent et fassent leur travail et pour ramollir les selles. Sans eau, les fibres peuvent même empirer la constipation. important à savoir. Et le mouvement? Les probiotiques viennent en renfort là-dessus. C'est exactement ça. C'est une approche globale. Et pour la prise des compléments eux-mêmes, y a-t-il un bon moment pour commencer? Faut en prendre pendant combien de temps? Et est-ce qu'on risque de se sentir bizarre au début? Alors l'article donne des indications. Pour savoir quand commencer, il n'y a pas de règle absolue. Mais c'est souvent pertinent après avoir pris des antibiotiques, qui peuvent déséquilibrer la flore, ou en période de gros stress, ou si la constipation s'installe ou s'aggrave, ou même après un voyage qui a tout déréglé. Ok. Et on les prend quand dans la journée? L'idéal, c'est souvent le matin à jeun, ou disons 30 minutes avant un repas. Ça permet de minimiser le contact avec l'acidité de l'estomac qui se déclenche pendant la digestion. D'accord. Et la durée? Faut être patient. Oui, un peu. Les premiers petits signes d'amélioration peuvent arriver en 3 à 7 jours, mais pour sentir une vraie différence, il faut plutôt compter 2 ou 3 semaines. Et les bénéfices optimaux, c'est souvent après 4 à 8 semaines de prise régulière. Donc on se lance pour au moins 1 mois ou 2, idéalement. L'article recommande une cure initiale d'au moins 2 mois pour bien évaluer l'effet. Après, on voit. Si ça va beaucoup mieux, on peut arrêter ou faire des cures d'entretien, genre 10 jours par mois. Si la constipation est vraiment chronique et sévère, une prise continue peut être envisagée, mais toujours en lien avec un professionnel de santé. Et la fameuse question des effets secondaires? On peut avoir des ballonnements, des trucs comme ça? C'est possible, mais c'est généralement rare et léger. Au tout début, une petite partie des gens, l'article dit 15-20%, peut ressentir justement des ballonnements, un peu de gaz, des petites crampes. C'est parfois appelé la réaction de Herxheimer, et paradoxalement, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le microbiote réagit, que les choses bougent à l'intérieur. Normalement, c'est temporaire, ça disparaît en 3 à 7 jours. Et on peut faire quelque chose pour limiter ça? Oui, on peut commencer avec une demi-dose les premiers jours, puis augmenter progressivement, et surtout, bien boire de l'eau, ça aide. Si jamais ces petits désagréments durent plus d'une semaine, là, c'est mieux de demander conseil à son pharmacien ou son médecin. Bon à savoir pour ne pas paniquer si on se sent un peu gonflé au début. L'article finissait avec quelques questions pratiques, une sorte de FAQ rapide. On peut peut-être juste retenir les points clés? Oui, très vite. Est-ce qu'on peut en prendre tous les jours sans risque? La réponse est oui, pour la plupart des gens, c'est sûr, et même recommandé si la constipation est chronique. Ok. En cas de constipation très sévère, que faire? Là, il faut une concentration plus élevée, plus de 30 milliards d'UFC, un mélange de souches bien ciblé,
Bellongum, L. plantarum, B. lactis. Mais surtout, le conseil numéro 1, c'est de consulter un professionnel de santé. Logique. Et peut-on mélanger probiotiques laxatifs? À court terme, si c'est vraiment bloqué, ça peut dépanner ponctuellement, mais ce n'est pas l'idéal sur le long terme. Les probiotiques visent à corriger le problème à la source, alors que les laxatifs sont plus un traitement symptomatique. Le mieux, c'est d'en parler avec son médecin pour une éventuelle transition. D'accord. Et la dernière question qui revient souvent, est-ce que les probiotiques peuvent constiper? Alors là, la réponse de l'article est très claire, non. Au contraire, leur rôle, c'est d'aider à réguler, à faciliter le transit. Parfait, voilà qui est dit. Bon, si on devait faire un petit résumé de tout ça, ce qu'on retient, c'est que notre microbiote, notre fameuse forêt intérieure, est vraiment au cœur de notre transit. Tout à fait. Un déséquilibre, la dysbiose, c'est un facteur clé dans la constipation. Les probiotiques, surtout certaines souches bien choisies, agissent naturellement sur plusieurs leviers. Le mouvement de l'intestin, l'hydratation des selles, l'inflammation. C'est ça. Le combo probiotique plus fibres alimentaires semble particulièrement puissant. Et bien sûr, tout ça, ça marche mieux dans le cadre d'une bonne hygiène de vie. Boire de l'eau, bouger. Alors, au final, qu'est-ce que ça nous dit? Que face à la constipation, on a des cartes en main. On a des leviers naturels, dont la science comprend de mieux en mieux comment ils fonctionnent, pour retrouver un meilleur confort digestif. Et si on voulait ouvrir une petite porte pour la fin, en s'inspirant un peu de ce qui se profile dans la recherche, le domaine du microbiote évolue à une vitesse folle. L'article nous donne l'état actuel, mais demain, avec les analyses de plus en plus précises du microbiote de chaque personne, on peut imaginer, peut-être pas si loin, un futur où les recommandations de probiotiques seraient totalement personnalisées. On ne traiterait plus juste un symptôme comme la constipation, mais on viserait une vraie optimisation de la santé digestive sur mesure en fonction du profil microbien unique de chacun. C'est une perspective, je trouve, assez passionnante. Une approche sur mesure de notre santé intestinale. Voilà une pensée effectivement stimulante pour conclure. Ça montre à quel point ce domaine est vivant et changeant. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet.